bon deal restera toujours un bon deal relatif au marché. Qu'est-ce que ça veut dire un bon deal dans le marché actuel? Si on traduit tout ça en termes de TGA, taux global d'actualisation, le bon deal, c'est si vous avez un TGA de 4 puis votre taux d'intérêt est à 4, vous ne faites pas d'argent. Il n'y a pas de rentabilité cash on cash. OK? Si le TGA tombe à 5 puis votre taux d'intérêt reste à 4, vous avez 1 de rentabilité. Donc, bonsoir à tous. Donc, on va commencer la session aussi. On va respecter le temps de tout le monde ce soir. Ça va être un 60 minutes de café PMML. Ce soir, on a un sujet très intéressant, très d'actualité. Donc, on a la chance d'avoir 5 experts, dont 4 courtiers immobiliers commerciaux spécialisés chez PMML. On a également la chance d'avoir Christian Pomerleau avec nous, courtier hypothécaire. Donc, le sujet ce soir, on va parler de la hausse, de l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Aussi, il y a eu plusieurs annonces avec le taux directeur la semaine dernière. Et puis, c'est une tendance, dans le fond, qu'on avait anticipée au cours des derniers mois. Donc, ce format mastermind ce soir aussi, on a la chance d'avoir 5 experts aussi qui vont faire une très courte présentation, qui vont partager certaines expériences transactionnelles qu'ils ont vécues au cours des dernières semaines aussi. Donc, encore une fois, je vous invite à ouvrir votre caméra aussi, on veut voir des visages. Fermez votre micro. Si jamais vous voulez intervenir, vous êtes vraiment la bienvenue. Il y a un bouton réaction en bas. Cliquez là, soulevez votre main. À tour de rôle, on va vous laisser le droit de parole. Donc, sans plus tarder, je vais introduire le sujet. On parle de l'impact de la hausse des taux. Donc, on va partir le bal ce soir avec Samuel Lapointe, qui est courtier immobilier. Donc, Samuel, je te laisse introduire le sujet, puis je souhaite un super beau café PML ce soir à tous. Yes, donc merci Gabriel. Bonsoir tout le monde. Donc, on est combien là? On est 128 personnes, 129, ça continue à monter. Donc, visiblement, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Et puis, autant les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, les acheteurs, les vendeurs. C'est le taux d'intérêt, là, des fois, j'ai l'impression que c'est comme le pouls de l'immobilier. Là, tu sais. On dirait que ça va au battement du taux d'intérêt. Et puis, ça fait vivre beaucoup d'émotions. Justement, avant de rentrer, Nick, il m'a posé une question. C'est quoi tu m'as demandé, Nick, comme question? J'étais curieux de savoir si ton tableau, tu l'avais acheté après la dernière montée de taux. Pour ceux qui le voient, je ne sais pas s'il y en a qui sont sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, mais j'ai un tableau en arrière de moi, puis j'ai tellement ri parce que effectivement, les personnages qui sont en arrière sur mon tableau, ça représente pas mal les émotions, je pense, que tout le monde a vécues, une en arrêt de l'autre, avec la montée des taux d'intérêt. Puis non, je ne l'ai pas acheté dans ce temps-là, mais il représente très bien le taux d'intérêt. Bref, c'est difficile pour moi en ce moment de vous dire c'est quoi mon opinion face au changement continuel qu'on vit dans le marché. Mais définitivement, le taux d'intérêt, il y a un impact. Ça, c'est définitif. Il y a un impact sur nos transactions. Je l'ai vécu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. On avait des taux, on avait qualifié des dossiers où ça prenait une certaine mise de fonds. Puis là, on se ramasse avec des mises de fonds qui sont largement en haut de ce qui avait été prévu. Est-ce qu'on va vivre, une baisse des prix? Je vais laisser peut-être d'autres courtiers en parler. Moi, je pense que effectivement, je parlais avec un courtier hypothécaire tantôt, puis tu sais, j'ai l'impression qu'on est comme on a surfé sur le taux d'intérêt de l'année passée. Donc, les prix qu'on a actuellement, les prix qui ont monté, sont le fait que le taux d'intérêt était très bas, ça a fait que les prix ont énormément monté. Puis là, au niveau des immeubles, ben, c'est sûr que là, le taux d'intérêt qui monte, ça ne peut plus, là, à un moment donné, TGA, là, on ne peut plus le descendre, on ne peut plus, là, tu sais. Fait que c'est comme une espèce de, moi je pourrais dire ça, une fausse ballonne. C'est que les immeubles, ils étaient dans le fond, les immeubles vont revenir au prix qui aurait dû être, techniquement, parce que là, tout le monde était liquide, tout le monde achetait, le taux d'intérêt était au plancher, let's go, la pédale au fond. Là, on revient juste à des normales
si un météorologue disait on revient au normal de saison. Tu sais. Fait que, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Fait que définitivement, si on peut dire que l'espèce de lune de miel de 2020 à l'achève, oui, je pense qu'elle achève dans ce côté-là, mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à rester en transaction. Puis Thierry avait quelque chose là-dessus justement qui voulait dire, là, je ne vais pas tout voler les lignes à tout le monde, mais fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est un peu ça que je pense. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment, tu sais, là, peut-être pitcher la balle à quelqu'un. Il y en a-dessus qui vivent des choses dans leurs transactions actuellement, puis en fait, qui l'ont vécu, qui sont en transaction, puis que leur taux d'intérêt, c'est pas leur taux d'intérêt, la mise de fonds, elle a passé de 200 à 400 000. Puis, ça se peut qu'il y en ait. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent lever la main, qui ont vécu des défis, ça pourrait essayer de rendre ça interactif, puis de peut-être, s'ils sont encore là-dedans ou s'ils ont trouvé une solution et sont sortis de là. Il y a le fameux programme de l'APH Select, que nous autres, en tant que courtier immobilier, on va travailler énormément sur ce programme-là parce que c'est un programme qui va nous aider à aller chercher des belles valeurs de financement. Et fait que c'est ça. En fait, Samuel, si je peux rajouter, Oui. ce que tu viens de dire là, c'est vraiment une belle porte de sortie pour bien du monde. Puis je pense que la SCHL, je ne suis pas sûr eux autres qui ont géré les taux, mais c'était un excellent moment pour eux de lancer le programme en PH Select. Parce qu'avec ce que tu viens de raconter, c'est effectivement une des portes de sortie que les gens vont pouvoir utiliser pour se supporter leurs transactions. Fait que c'est sûr que nous, on a beaucoup de demandes pour la compréhension du programme, pour voir les petites tournures de ce programme-là, mais c'est définitivement pour ceux qui vont investir et qui veulent se tourner vers l'assuré. Ça va être une bonne soupape pour enlever de la pression puis se permettre de faire des acquisitions. Au départ, on dirait que l'idée de l'APH Select, il y a bien du monde qui ont compris « Ah, wow, je vais pouvoir acheter des plus gros immeubles avec 5 ». Puis là, c'était comme tout le monde était parti comme dans un rêve de licorne. Mais à un moment donné, quand on se rend compte que les taux d'intérêt sont là aussi, puis ce n'est pas nécessairement 5 de mise de fonds, c'est jusqu'à 95 de ratio pré-valeur. Fait que quand tu commences à mettre toutes les métriques dedans, des fois, on ne finance pas jusqu'à 95. Fait que les gens vont peut-être mettre 7 8 10-12 mais quand même, ça permet des acquisitions dans un marché de taux haussier comme ça, parce que là, il faut se le dire, cette année, ça va être ça. Puis, une autre chose, si je peux me permettre, avant de passer la POC à d'autres gens, puis en passant, je parle, là, puis pendant que je parle, j'aimerais ça qu'on aille des mains levées, parce que c'est pas un show, c'est un café PMML, mais c'est un café où est-ce qu'on est assis ensemble, là, comme à une grosse table, puis on aimerait ça que vous interagissiez, levez vos mains, c'est votre show à vous. Si vous avez des questions, vos affaires personnelles, là, amenez-les, puis ça va certainement aider tout le monde. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans un contexte de taux haussier comme ça, il faut trouver des nouvelles façons, faut comme se réinventer aussi. Un des impacts de la hausse des taux, c'est que ça diminue un peu la marge d'erreur. En construction, on va dire que ça diminue énormément la marge d'erreur parce que là, maintenant, le fait qu'on était dans une situation de taux très bas, il y a des gens qui se sont sortis de défis puis de problèmes dans la construction juste parce que les taux étaient bas. Aujourd'hui, en construction, il y a un point d'interrogation qui est toujours là, c'est les surcoûts, les overcosts, puis tout ça, puis c'est la hantise des banques. Aujourd'hui, les points d'interrogation sont partout. Pas juste sur les contingences, sont sur la main-d'œuvre, sont sur la hausse des prix des matériaux, l'approvisionnement. Fait que la fait que les taux ont haussé, ça réduit un peu la marge d'erreur. Alors, c'est ça que je voulais rajouter à ton point pour la PH Select, Samuel. Oui, puis effectivement. Vas-y, Benoît. Ouais, justement, en parlant de la PH Select, quelqu'un qui commence un financement dans 3 semaines pour construire un 17 logements neufs, ce serait quoi tes 3 conseils? La question, elle va à Christian, j'imagine? Ouais, pour Christian. Ce serait quoi tes 3 conseils pour commencer un financement maintenant, sachant que tu en as pour 1 an de travaux et de financement?
Ben, en fait, les trois conseils, c'est sûr, il y a une des premières affaires, là, puis j'essaie de peser sur le piton là-dessus, c'est la préparation, c'est tellement important parce que en ce moment, les institutions financières, dans cette situation-là, où est-ce que les taux ont été très bas, il y a eu un acharnement incroyable dans les 2 dernières années, ils ont été surplombés. Puis là, maintenant, ils font plus de cherry picking. Ça, je pense que ça va changer dans les 3-4 prochains mois. Là. Je pense que les banques, bientôt, vont commencer à courir après nous autres. Mais pour l'instant, ils sont très exigeants en termes de documentation. Alors, moi, je pense qu'une des premières choses, c'est vraiment une préparation solide. Tout le monde qui écoute en ce moment, qui sont investisseurs, je vous le dis tout de suite, les banques demandent 30 à 40 plus. Pas juste les banques, la CHL, les banques, ça, de 30-40 plus de documentation. Fait que soyez prêts. On va être, nous aussi, plus exigeants, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, pour être sûr qu'on présente des dossiers pour vous autres là, qui sont vraiment béton, là, puis qui vont passer. Fait que moi, je pense que le deuxième conseil, c'est, je dirais, mettez votre courtier immobilier et courtier hypothécaire dans la loupe dès le départ. Attendez pas que votre projet soit bien avancé, là, puis que là, à un moment donné, vous dites, bon, mais là, voici, j'ai mon projet, je vais me lancer rapidement, parce que il y a c'est pas juste le montage qui a à faire, c'est la compréhension de la situation. Puis, comme troisième conseil, je dirais, faites des scénarios. Plusieurs scénarios sur 1 an, 2 ans, avec donnez-vous vous-même des stress tests plus sérieux. Dans les années passées, on n'arrêtait pas d'avoir des taux qui descendaient. Fait que le monde ne faisait même plus de tests de qualification. Ils faisaient leurs calculs à 2 puis 2,25. Puis si ça marchait sur 3, 4, 5 ans, ben, ils étaient contents puis ils se lançaient. Aujourd'hui, il faut vraiment faire des stress tests plus sérieux. Puis on regarde, est-ce que le programme est toujours, notre projet est toujours viable? Avec un taux de 4,5, puis avec un taux de 5 puis avec un taux de 5,5. Si le projet est viable, ben à ce moment-là, ben, c'est correct, on se lance. Puis le marché va. Tu sais, Samuel a dit quelque chose, là, on est juste en train de reprendre quelque chose d'un petit peu plus normal. On a été sur un respirateur artificiel pendant plusieurs années. Là, maintenant, c'est cyclique l'immobilier. Je pense que Thierry et Nick, ils vont nous amener ça tantôt. Là. Il y a encore du marché. C'est juste qu'il faut être préparé, puis il faut faire des bons stress tests. Oui, Christian, je pense que Mick avait une question. C'était capable d'allumer ta caméra aussi, Mick. Là. Merci. Oh, on ne t'entend pas. J'avais une petite question pour Christian par rapport au contexte. Si on y va avec un financement personnel versus l'entreprise, est-ce que le contexte est le même? Pour ceux qui ont la possibilité de se financer au personnel puis de faire des transactions personnelles, ou c'est la même chose que ça soit corpo ou un financement personnel? Personnel, tu parles de te financer, mettons, du 5, 6, 7 logements et moins directement dans les départements résidentiels personnels des banques. Oui, il y a des institutions qui permettent jusqu'à... j'ai vu du 12 portes. Ouais. Ben, en fait, normalement, c'est jusqu'à 8 portes à la fois. Puis, par exemple, Desjardins peuvent te permettre d'avoir 12 portes au résidentiel, mais 8 portes à la fois. Donc, un 8, un 2, un 4. La réponse, c'est, regarde, si la qualification, si tu peux le supporter avec tes revenus et que la qualification se fait bien puis que t'es pas, ça ne cause pas un problème d'avoir un ratio d'endettement plus élevé parce que tu supportes tes immeubles plus personnellement, oui, tu peux y aller parce qu'en réalité, oui, tu vas avoir moins de frais et puis tu vas avoir des taux qui peuvent être encore un petit peu plus intéressants, mais la différence n'est pas énorme. C'est sûr qu'au commercial, ben, ça enlève la pression sur ton endettement personnel. Ça, c'est une des grosses affaires. Et puis, tu vas avoir aussi les frais à payer. Mais c'est pour ça que les gens, beaucoup, à un moment donné, ils n'ont plus le choix, ils s'en vont au commercial. Mais la réponse est oui, tu peux en profiter si tu as les ressources financières et l'endettement pour le faire. Le programme dont vous avez parlé un peu plus tôt, c'est-tu pour un Builders Program? C'est-tu un programme pour nouvelle construction ou c'est même dans
dans le Très glissement? bonne question. Très bonne question. Je ne rentrerai pas dans ce programme-là parce que ce n'est pas le spectacle d'aujourd'hui, mais c'est pas juste pour. Le programme existe aussi pour la construction actuelle. Ce n'est pas juste pour les nouveaux. Fait qu'aller taper Google APH Select ou aller sur le site directement de la SCHL, puis le programme est là, très détaillé. C'est un programme qui est basé sur des points, qui est bien fait. Et puis, on le comprend très bien. Vous pouvez m'appeler aussi à l'extérieur ou appeler un des courtiers immobiliers ici. Tout le monde connaît très bien le programme. Puis, c'est fait pour construction et les constructions actuelles aussi. Merci. C'est bon? Il y avait Jules après ça qui a une question. C'est mon tour? Oui, vas-y, Jules. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour tout le monde. Moi, j'avais des petites questions suite à la hausse des taux. J'ai suivi un peu hier, j'ai lu un peu ce qui s'est passé. Le marché, première question, est-ce que nous allons faire face à un marché de vendeurs ou de l'acheteur ou les deux? Deuxième petite question, on n'aura plus besoin de se bousculer pour faire des offres, une offre, vu que les 2 dernières années, on a fait face à des offres multiples, ce qui veut dire qu'il fallait se précipiter pour faire une offre. Qu'est-ce qui va se passer dans ces circonstances? Je peux m'avancer un petit peu. Oui, je peux m'avancer un peu là-dessus. Fait que tout est une question d'offre et de demande. Okay? Fait que s'il y a moins d'offrants sur le marché, il y a moins de demandants, il va y avoir un équilibre par rapport à l'engouement, aux offres, etc. Un bon deal restera toujours un bon deal relatif au marché. Qu'est-ce que ça veut dire un bon deal dans le marché actuel? Si on traduit tout ça en termes de TGA, taux global d'actualisation, le bon deal, c'est si vous avez un TGA de 4 puis votre taux d'intérêt est à 4, vous ne faites pas d'argent. Il n'y a pas de rentabilité cash on cash. Okay? Si le TGA tombe à 5 puis votre taux d'intérêt reste à 4, vous avez 1 de rentabilité. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, mis à part le retour sur votre investissement, il y a un point majeur qu'on a vécu dans les 2-3 dernières années là, avec COVID, c'est la plus-value. La plus-value fait partie intégrante de la profitabilité, mais pas à court terme. La plus-value existe seulement si on refinance ou on vend un immeuble. Et à partir du moment où est-ce qu'on refinance ou on vend un immeuble, on crée cette plus-value-là. Fait que, dans un contexte où est-ce qu'on peut aller chercher un deal qui est intéressant et créer une plus-value certaine future, par exemple, en gelant le taux d'intérêt en date d'aujourd'hui. Donc, imaginez-vous, là, vous êtes à un taux d'intérêt, mettons, vous dites n'importe quoi, 3,8 %. Vous le gelez en date d'aujourd'hui et vous le cristallisez dans 5 ans lorsque vous refinancez ou vendez l'immeuble. Le 3,8 %, si les taux d'intérêt sont à 4, 5, etc., il y a une plus-value qui existe là également. L'autre point, c'est la capacité de capitaliser de l'immeuble. Si c'est les locataires à votre place qui payent votre hypothèque, votre capacité de capitalisation va aller plus rapidement. Donc, la plus-value, c'est une chose, ça, c'est une façon de faire de l'argent. Donc, le deal que vous allez trouver qui ait plus ou moins de personnes sur le marché, si vous avez une capacité de créer une plus-value en optimisant les loyers, vous allez faire de l'argent. Si vous êtes capable d'augmenter les revenus, vous allez faire de l'argent. Et par le simple fait que les locataires payent l'hypothèque à votre place, vous allez créer une valeur aussi. Fait que le bon deal, il est là. Il est capitalisé là-dedans. Dans ce package-là, il faut trouver la bonne formule. Fait que moi, dans mon point de vue à moi, il va toujours avoir des bonnes occasions, comme en 2015, 2016, 2017, 2018. Christian, on se souvient de ces moments-là, Nick aussi, où est-ce que les taux d'intérêt ont monté. Les gens ont financé à 3,8 % des taux d'intérêt à l'époque, 3,3, 3,4. On le sait parce que ces immeubles-là, on les vend aujourd'hui avec des estimations. Et ces gens-là ont quand même si on finançait un taux excessivement haut, le taux a baissé par la suite, ont créé la plus-value dans l'immeuble. Je pense qu'il faut regarder tous ces points de vue-là au-dessus du taux d'intérêt dans un deal comme celui-là. Si tu veux, je veux ajouter par-dessus un peu tes intentions puis tes paroles. C'est qu'en ce moment, on a tout le temps essayé de créer de l'argent dans l'immobilier en pensant à la porte de sortie. Donc, ceci
et le refinancement ou la vente d'un immeuble. Donc, la recette ne change pas. Il faudrait juste savoir exactement c'est quoi l'apport de sortie que vous allez entreprendre. Est-ce que ça va être le programme APCH Select ou ça va être juste un programme SCHL normal? Donc, si vous factorisez les taux d'intérêt qui ont augmenté dans votre projection au moment de sortie, vous allez pouvoir faire le calcul inverse de rentabilité sur votre investissement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la valeur probable de l'immeuble que vous regardez maintenant qui se vend à 1,5 million, mais avec les augmentations des loyers, vous projetez un 3 millions. Donc, factoriser le taux d'intérêt un peu plus élevé qu'auparavant. Donc, ça se peut que la valeur future de l'immeuble va baisser à 2,5, mais si vous achetez à 1,5 aujourd'hui, ça reste quand même un placement intéressant. Donc, le programme APCH Select, lui, par contre, ce qui va favoriser, c'est que surtout, maintenant, la CHL, puis corrige-moi si je me trompe, Christian, ne fait pas de différence si le loyer abordable, on l'applique à un 2,5 ou un 4,5. Donc, le barème de 1 000 pièces, de 1 090 pour l'île de Montréal reste le même pour un petit logement puis un grand logement. Donc, peut-être que c'est le temps de regarder des immeubles où est-ce que les logements sont plus petits, qu'il y a quand même une belle recette de 50 des logements de 3,5 puis d'autres 4,5 parce que vous allez pouvoir augmenter les 4,5 plus, les 3,5 aussi vont pouvoir vous servir. Puis vous allez, avant d'apprendre le programme PCH Select, vous allez créer de la valeur dans l'immeuble et après ça, vous allez refinancer avec le programme. Ça pourrait être une belle alternative pour quelqu'un qui veut toujours continuer dans l'optimisation d'immeubles. Et en plus, si vous avez encore des frais de chauffage que vous pouvez diminuer, bien, il y a aussi dans le programme APCH Select des points qui sont donnés pour l'optimisation d'efficacité énergétique. Donc ça reste une bonne option. Jules, on a oublié de répondre à une de vos questions. Puis une de vos questions, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres dans la salle qui l'ont, c'est est-ce que la valeur des immeubles va baisser? La valeur des immeubles va baisser si et seulement si il y a une bonne quantité de gens qui vendent en bas des valeurs de marché actuelles. Donc, c'est encore là, c'est une création de nouveaux marchés. Et là, ce qui arrive, c'est un paquet de gens qui viennent de refinancer à du 2,7, etc. Donc, je lis la valeur des immeubles. Et là, les gens se sont rendus compte, oups, la valeur des immeubles est directement computée. Au fait, les gens le savaient toujours, mais on a oublié ce point-là, qui c'était computé directement en valeur des taux d'intérêt. Donc, la capacité d'injecter des sommes d'argent, et tout ça va être influencé dans un marché où est-ce que les gens refinancent constamment leurs immeubles. C'est de dire qui a refinancé son immeuble, à quel taux, cette personne-là, le coût de sa mise de fonds est à combien. Fait que si la personne a refinancé un immeuble à 1,75 en décembre 2020 ou janvier ou février 2021, arrive sur le marché, puis il y a 1 million de dollars, ce million de dollars-là lui a coûté 1 million à 1,75 Si on s'en vient en date d'aujourd'hui, puis on refinance un immeuble, c'est-à-dire cet immeuble-là va nous coûter combien? Et il y a un décalage de marché de 6 mois à 1 an, le temps de trouver un immeuble, de faire une transaction immobilière. Fait que la vraie réponse de savoir si les immeubles vont physiquement perdre de l'argent, c'est plutôt dans 9 à 12 mois qu'on va le voir. Quand on va changer de système, quand on va finir par notarier les immeubles d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va se rendre là? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle conjoncture de marché? Actuellement, Christian, on est en train de financer beaucoup d'immeubles avec APH Select. C'est quoi un petit peu ton touch là-dessus, ton feeling? Mon feeling sûr, excuse-moi parce que je lisais toutes les questions qu'il y avait à droite là, dans le chat. En fait, je voulais savoir, avec ton expérience d'APH Select actuellement, c'est quoi le niveau de réussite du programme? Comment ça se passe? Bien, à date, en fait, probablement le programme est très, très jeune. Hein? Il a commencé le 10 mars passé, fait qu'on a à peine 1 mois et quelques. Les dossiers commencent à sortir en ce moment. Je dirais qu'il sort en même temps. Fait que la réponse est très bonne. J'ai dit tantôt le rêve de licorne, j'ai parlé de ça parce que quand le programme est sorti, d'un point de vue investisseur, souvent les gens ont vu ça comme hey, c'est parfait, on va pouvoir acheter avec des très petites mises de fonds. Mais en réalité,
as dit quelque chose de très bien tantôt, Thierry, puis je pense que tous les courtiers comprennent ce principe-là, c'est que la valeur marchande reste la valeur marchande. La valeur économique va rester la valeur économique. On est rendu des fois qu'à cause du programme APH Select, on fait varier la valeur économique de financement, des fois de 300 000 400 000, mais reste que les métriques vont être les mêmes. Les comparables autour, ils n'ont pas nécessairement changé parce que l'APH Select est arrivé. Fait que l'APH va venir. En fait, quand on calcule l'APH Select, on va garder les mêmes valeurs. La seule chose, c'est que ça va nous permettre, si au lieu d'avoir 85 de ratio pré-valeur puis qu'on a le bon nombre de points du programme APH Select, on peut monter à 90, 91, puis on va pouvoir se permettre de le faire maintenant. Fait que le résultat de l'APH Select va bien, sauf que ce n'est pas nécessairement toujours les résultats que les clients voulaient, mais c'est clair que les résultats sont très améliorés. Mais c'est lent encore en ce moment parce qu'il nous avait dit que ça prendrait 6 semaines à 8 semaines la tarification de l'APH Select. Donc, on commence à les recevoir. Je dirais que si tu me posais la question dans 2 mois, là, on va avoir de l'expérience pas mal plus solide, générale, pour dire hey, les programmes vont bien. Ils vont bien en général, là, mais voici les résultats en gros du programme. Mais somme toute, ça va super bien. C'est un bon programme. Je pense que ça va vraiment permettre pour ceux qui peuvent se permettre de mettre surtout pas nécessairement dans la construction neuve, mais dans la construction actuelle, ceux qui peuvent se permettre, comme Nick disait, d'avoir certains de leurs appartements qui se louent peut-être un peu moins bien ou que des clients qui sont éternels, là, qui restent là depuis tout le temps puis qui vont rester là pour toujours, ben, ça vaut peut-être la peine de les mettre dans l'APH Select, ces logements-là. Puis finalement, ben, prendre l'engagement. Il faut comprendre qu'il y a un engagement, puis ça devient un bon programme pour pouvoir, avec le contexte actuel qui l'impact de la hausse des taux. Hey, Christian, on parle beaucoup de l'APH Select aussi, puis je pense qu'il y a beaucoup, puis c'est un programme hyper intéressant qui est venu comme une bouée de sauvetage au cours des derniers mois aussi, puis heureusement avec la hausse des taux. Mais je pense qu'il y a plusieurs acheteurs, plusieurs investisseurs qui se posent encore la question. Et Thierry a effleuré le sujet un peu tantôt, à savoir s'il y avait encore des opportunités, s'il y avait encore des aubaines en mode acquisition au niveau transactionnel. Moi, j'aimerais ça entendre Benoît là-dessus pour savoir s'il y a encore des opportunités sur le marché, s'il y a encore des immeubles qui sont affichés, soit avec des courtiers, soit qui traînent depuis longtemps, s'il y a encore des deals en bon québécois. Benoît, si tu veux faire un bout de chemin là-dessus. Yeah, c'est une bonne question, en fait, parce que c'est une question qui m'a été posée souvent dernièrement, à savoir est-ce que il va y avoir des opportunités prochainement? Puis la réponse, ben, c'est oui. Dans peu importe les marchés où est-ce qu'on est, il va en avoir des opportunités. Par exemple, prochainement, il y a beaucoup de gens qui ont des projets de construction qui sont déjà en cours. Puis avec la hausse des valeurs, la hausse des taux d'intérêt, qui vont probablement être obligés de se départir d'une partie de leur parc immobilier ou de certains immeubles, ce qui va faire en sorte que ça va créer des opportunités pour certains acheteurs. Il y a beaucoup de gens qui se disent, OK, bien là, avec la hausse des taux, évidemment, oui, c'est sûr que la mise de fonds va être plus haute, mais encore là, ça va amener de la créativité, évidemment, tout en restant dans le légal. On parle beaucoup du programme APH Select depuis tantôt, mais il y a certaines banques encore qui embarquent dans les balances de prix de vente. Alors, c'est juste d'aller chercher un petit peu plus de créativité, mais il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Comme je disais, il y a des gens qui ont besoin de liquidité pour faire leur projet immobilier. Quand les taux étaient très bas depuis 2 ans, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils refinançaient pour la plupart. Maintenant, ben, des fois, il y en a qui n'auront pas le choix de se départir de leur projet. Fait que ça fait bouger le marché, puis ça continue. Puis comme que je pense que c'est Nick qui disait ça tantôt, Thierry, on a déjà vu ça. C'est des marchés qu'on a vus en 2015 et 2018. Puis si on regarde historiquement, c'est des années qui ont bien été aussi. Alors, ceux qui ont l'intention d'acquérir prochainement, ben, soyez patients parce que c'est sûr qu'il va y avoir du stock qui va arriver sur le marché qui va valoir la peine. Là. Puis, je peux renchérir là-dessus, les opportunités. Tu sais, on parle beaucoup de financement, d'APH Select et tout ça, là, mais Benoît, tu as parlé justement d'un point de créativité au niveau des loyers, tout en restant dans le légal. Puis, effectivement, tu sais, il y a un point que je pense qu'on oublie, mais qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est qu'il y a eu de l'inflation, je pense que tout le monde le sait. Et puis,
Mais il y a eu de l'inflation aussi dans le prix des loyers. Les loyers en ce moment, un 4,5, 5,5, la moyenne au Québec, ça l'a augmenté considérablement. Là. Fait que le potentiel d'optimisation des blocs, il est vraiment là. Là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne déménagent pas parce qu'il n'y a pas. Je ne pense pas que les gens ne déménagent pas parce qu'il n'y a pas de logement. Je dis parce que les prix sont trop hauts. Je pense parce qu'il y a juste un manque de logement. Fait que là, à un moment donné, dans les prochaines années, là, il y en a des immeubles qui vont se construire. Il y en a des nouveaux logements qui vont arriver. Le taux de vacances va peut-être diminuer un petit peu. Les gens vont commencer à bouger. Puis le prix des loyers, un 4,5, c'est plus 750, 850. Là. On est en haut de 1000 et plus. Là. Fait que, puis il y a beaucoup d'immeubles dans le marché là, qui ont des loyers à ce prix-là encore. Il y en a énormément. Là. Fait que, Théo, je pense que tu avais dans le chat, tu avais une question. Tu peux la poser peut-être à Christian. Tu es à Haut-Téné. Est-ce que l'augmentation des taux d'intérêt va encourager les taux variables et fixes? Peut-être Christian. En fait, ça va toujours affecter les deux. C'est juste qu'il les affecte à des moments un petit peu différents. Les taux variables vont la plupart du temps être affectés d'un coup sec parce qu'ils sont directement reliés avec les taux préférentiels des banques. Puis les taux préférentiels des banques réagissent avec le taux de la Banque du Canada. Fait que quand la Banque du Canada augmente d'un demi-point comme elle vient de le faire, le taux préférentiel va bouger souvent 48 heures, 24, 48 heures plus tard, puis il va s'adapter. Après ça, les taux variables vont s'ajuster au même moment. Fait qu'eux autres, les taux à court terme, souvent, vont affecter rapidement. Après ça, les taux à plus long terme, c'est sûr qu'ils vont suivre. Là. Fait que dans un contexte de hausse de taux, tous les taux, à un moment donné, vont augmenter. Puis pour le multirésidentiel, je l'avais dit dans ma capsule, là, mais on risque de me répéter, souvent, probablement, c'est lié beaucoup, dans l'assuré, c'est lié beaucoup au CMB, au Canadian Mortgage Bonds, les obligations hypothécaires du Canada, qui, la plupart du temps, ces bons-là vont réagir avant les hausses parce que c'est un peu la confiance des gens. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent changer la valeur des obligations. Fait que souvent, il va y avoir une prise de taux d'intérêt qui se fait avant même que la Banque du Canada annonce son taux. Fait que l'impact est moins direct. On n'a pas vu les taux dans le multilogement monter de 50 points d'un coup sec là, à partir de l'annonce de la Banque du Canada. On a vu une petite augmentation. On a même vu, pendant 2 jours ou 3 jours après, on a vu de la diminution des taux. Puis après ça, on a une reprise. Fait que, tu sais, c'est comme si le marché l'avait déjà absorbé. Fait que pour répondre à la question, oui. Puis il y avait une question juste en haut, je vais juste répondre parce que ça va prendre 2 secondes. Est-ce qu'on peut encore fixer des taux dans le contexte actuel? La réponse est oui. Il y a encore des institutions financières qui acceptent de fixer les taux, mais évidemment, les hedges qu'on appelle, là, où leur coût de fixation de taux est beaucoup plus élevé. Donc, on en paye le prix, c'est un peu normal parce que la banque prend le risque de geler un taux sur un certain terme. Là. Thierry, tantôt, oui, vas-y, Sam. Yes. Non, mais je t'avais pitché une balle. En fait, on avait une discussion rapide tantôt. Tu avais parlé justement que, je ne me sais plus dans quel contexte qu'on avait dit ça, mais tu disais qu'il faut comme continuer à acheter. Il faut, tu sais, si tu peux... Oui, bien au fait, quand il y a un premier acheteur qui m'appelle et me dit toujours, écoute, je cherche un deal, je cherche la cerise sur le sundae, quelque chose qui va pouvoir me donner une profitabilité, je dis toujours à l'acheteur, écoute, rentre dans le système. Et ça fait 18 ans que je dis ça. Fais juste acheter ta première propriété et rentre dans le système de t'offrir cette capitalisation-là faite par d'autres personnes à ta place, c'est-à-dire les locataires qui payent ton hypothèque et la plus-value que tu crées sur un immeuble. Tu sais, souvent, quand on cherche un immeuble avec 2, 3, 4 % de rentabilité, oui, d'accord, c'est toujours quelque chose d'intéressant, mais quand on tient compte qu'on va mettre 2, 3, 400 000 $ de rénovation dans l'immeuble, si j'enlève mon 4 % de rentabilité là, de ce 200 000-là, ça représente quoi? 30 000 peut-être? 40 000, 50 000 peut-être? Mais le 150 000, il est quand même investi. Un immeuble va toujours coûter quelque chose pour créer de l'argent. C'est le concept qu'on a en place. Maintenant, il y a plein d'outils qui ont été mis en place récemment. J'ai un exemple qui
très flagrant dans une transaction que je suis en train de faire avec François Gagnon en ce moment. Et là, on avait un enjeu de taux d'intérêt. Les transactions qu'on réussit à sauver, il y en a d'autres que non, mais dans ce cas-ci, oui. Et la simple augmentation des loyers de juillet compensait pour le taux d'intérêt et nous amenait dans une situation où on avait encore moins de mise de fonds à mettre par l'acheteur. Fait que c'est de trouver l'opportunité dans le financement et aussi de regarder avec la CHL qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec des périodes d'amortissement de 35 et 40 ans maintenant sur des produits sur lesquels on n'avait pas ces amortissements-là auparavant. Donc, par exemple, les produits 1965 à 70, où est-ce qu'on est capable d'aller chercher un rapport d'évaluation dans les plus petits immeubles avec une période d'amortissement, avec une durée de vie d'immeuble, admettons, de 40 ans qui reste, mais on peut aller chercher un amortissement de 35 ans. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est, oui, on paye une prime plus élevée à CHL, mais on est capable d'aller mettre une mise de fonds réduite. Mais ce qu'on veut, c'est réduire notre mise de fonds, créer l'opportunité de ce côté-là. Fait qu'il faut voir les différentes façons de le faire. Il y a des balances de prix de vente qui peuvent être possibles dans certaines situations. APH Select, même si je pense qu'on n'a pas conclu le dossier encore avec eux parce que le programme est assez récent, à moins que je me trompe, Christian, mais on regarde des amortissements de 35, 40, 45, 50 ans. Est-ce que la CHL va emmener le 50 ans disponible pour les immeubles plus récents, comme on était à 40 ans dans le passé, pour les immeubles récents? Il y a des opportunités de ce côté-là. Il y a des opportunités dans les terrains. Il y en a beaucoup du côté de Gatineau. Je pense à Benoît en particulier, là, où est-ce qu'il y a des gens qui font de la spéculation sur des terrains en ce moment puis qui font une bonne prime ou une bonne pièce avec ça. Ils se trouvent un partenaire pour construire un immeuble. Il faut voir où se trouve l'opportunité, trouver la solution. Mais une chose qui est certaine, si vous avez de l'argent disponible, faites vos refinancements, sortez cette équité-là de vos immeubles puis faites-la travailler pour vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre 5, 10 ans de temps à ne pas capitaliser cet argent-là. Elle n'a pas la faisant travailler à votre avantage. Et je pense qu'il y a un point de vue à regarder là. Puis au niveau des loyers, je suis 100% d'accord avec toi, Sam. L'augmentation des loyers, il y a une inflation à l'intérieur de ça. Les gens se sont rendus compte à quel point ils ne pouvaient plus s'acheter de propriété sur le marché résidentiel. J'ai des amis en résidentiel, c'est quand même calme pas le plat en ce moment comparativement à ce que c'était. Mais ces gens-là vont investir dans leur logement de plus en plus. Ils sont prêts à payer plus de loyer. Il faut capitaliser là-dessus et offrir un produit qui est différent pour aider à aller chercher plus de plus-value à plus court terme dans les projets. Je vois qu'il y a Bernard Charland qui est là. J'ai envie de te pitcher la balle pour le commercial. Comment ça se passe en ce moment? Salut Thierry. Bonsoir tout le monde. Écoute, en commercial, honnêtement, on commence de mon côté, là. En fait, c'est drôle que tu me poses la question parce qu'aujourd'hui, j'en étais à réviser justement chacune des inscriptions que j'ai pour les ramener au marché un peu, je te dirais. En commercial, le TGA a vraiment là, est une notion de valeur excuse-moi. Le TGA est une notion qui est très utilisée pour déterminer la valeur d'un immeuble. Hein? Donc, vu que les taux d'intérêt sont à la hausse, bien, forcément, là, on essaie de monter un petit peu nos TGA pour essayer de garder une certaine rentabilité. Donc, ça a un impact à la baisse sur les immeubles. Définitivement, c'est ce que je vois actuellement. Et puis ça, c'est vrai pour commerce de détail, bâtisse à bureau et puis industriel. Oui. Puis là, il y a un parallèle à faire. Parce que le parallèle à faire, c'est que dans le commercial et dans l'espace à bureau, vos baux, généralement, sont gelés 5 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des options de renouvellement d'avance. Fait que votre capacité de rattraper le marché puis de faire un changement, il est plus court que dans les résidentiels où est-ce que ça se passe d'année en année. Fait que ça, c'est à tenir en considération quand vous allez faire un investissement également. Nick, comment ça se passe en ce moment, les transactions immobilières? Est-ce que les prix sont à la baisse dans tes négociations? Oui, Thierry, bonne question. Honnêtement, je ne vois pas de tant de baisse de prix que ça dans les transactions qui sont en cours. C'est vrai que l'impact des taux d'intérêt alarme certains, mais dans mon cas, ça n'a pas été justement à cause des renouvellements qui ont fait monter les loyers. Ça n'a pas eu un impact majeur. Mais moi, je pense que les acheteurs sont conscients, puis
quand il me pose la question, Nick, sais-tu encore le bon temps d'acheter? Écoutez, la question est très pertinente. Je crois sincèrement que si on prend un peu plus de recul sur la perspective en tant qu'investisseur, pas juste dans l'immobilier, mais l'investisseur qui est assis sur de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent si tu n'investis pas dans l'immobilier? Tu peux peut-être aller en bourse. Je ne connais pas très la bourse. Je pense que c'est sensiblement aussi volatile parce que les compagnies empruntent moins aussi à cause des augmentations de taux d'intérêt. Donc, si tu connais l'immobilier, il faut juste trouver une manière de s'adapter mieux à la situation, faire des logements plus beaux ou attirer une clientèle avec tes capacités de marketing où est-ce que tu vas pouvoir ajouter une valeur de plus. Je suis en transaction avec justement un grand développeur, puis lui, ce qu'il a fait, mais il a créé des espaces style WeWork dans ses bâtisses pour permettre aux gens d'avoir des bureaux au rez-de-chaussée où est-ce qu'ils peuvent aller travailler. Ça crée de la valeur dans ces logements, puis ça ne prend pas tant d'espace que ça. Donc, il faut être différent maintenant, je pense. Il faut continuer à garder ton argent dans les valeurs refuges, qui est l'immobilier. J'y crois sincèrement parce que c'est une valeur refuge qui est en plus proche de chez toi. Donc, c'est un peu mon tout sens sur ça. Là, Alexis, tu avais une question. Alexis Vézina. Yes, j'ai une question pour Thierry. En fait, j'ai la difficulté à comprendre comment la hausse du taux directeur à 1% va être en mesure d'affecter les prix à la baisse quand on est dans une crise du logement assez massive. Oui, OK. Mais moi, je vois dans ta question, je vois deux sections. Dans le fond, crise du logement et je vois hausse du taux d'intérêt. OK? Fait que du côté crise de logement, le problème qu'on a dans l'inventaire du Grand Montréal, par exemple, là, je vais prendre Montréal parce que c'est le point de vue qui est plus facile pour tous à comprendre, c'est la qualité des logements disponibles puis ce que les clients veulent vraiment. C'est quoi qu'ils recherchent, les locataires? Je me cherche un 850 pieds carrés bien éclairé, propre, les airs communes propres. Je ne veux pas avoir de locataires problématiques dans mon immeuble. Je veux une sécurité. Je veux avoir Internet. Je veux que mon chauffage soit inclus. Je veux avoir une accessibilité. Je veux une place pour recevoir mes colis. Je veux mettre mon vélo à quelque part. Ça, c'est la demande de logement. Et là, on voit que la courbe de demande de logement est vraiment à la hausse. Pourquoi? Parce que tous les gens qui s'achetaient des maisons, ils n'en veulent plus. Fait que, surtout en zone urbaine, ils veulent avoir une flexibilité. Quand on veut s'acheter un condo à 400 450 000 pour un 1000 pieds carrés, ça commence à être difficile à gérer aussi, avec les frais de condo en plus, qui viennent diminuer la capacité de financement des acquéreurs et les taux de qualification qui sont très élevés. Fait que je pense que la demande est là. Maintenant, avec l'inventaire d'immeubles qu'on a disponibles, nous, il faut soit qu'on en bâtisse d'autres, soit qu'on en rénove. Fait qu'il y a une forte demande locataire. Et si on regarde le programme d'APH Select actuellement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on ne parle plus de revenus moyens de location. On regarde voir c'est quoi la capacité qu'un locataire a pour payer son loyer. C'est ça le programme APH Select. Au niveau du côté social, c'est-à-dire il y a trois volets là, en APH Select. Fait que si on s'en va dans ce sens-là, puis on se dit, OK, il y a une demande terrible là, taux d'intérêt ou pas, moi, qu'est-ce que je vais faire pour être capable d'offrir quelque chose de mieux à mon locataire sans nécessairement faire des rénovations complètes majeures? On revient à un modèle fin 80, là, début 90. Là. On sortait des crises. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils ne faisaient pas des strips totales. Ils repeignaient leurs aires communes, ils essayaient d'offrir des services, ils répondaient plus vite, changeaient le lavabo, mais c'est le même concept en façon augmentée. Maintenant, pour ta deuxième question, au niveau de la hausse des taux d'intérêt, ce que ça fait, c'est que mathématiquement, un investisseur va chercher à avoir une rentabilité. Et sa rentabilité immédiate, un investisseur, ça veut une rentabilité immédiate, puis ça veut une prime qui est la plus-value future. Fait qu'il se dit, je vais acheter cet item-là, il va me donner du cash tout de suite, puis plus tard, je vais le vendre à ce prix-là. C'est ça que l'investisseur veut. Aujourd'hui, la rentabilité est presque équivalente. Fait que là, on ne peut plus regarder le fait qu'on fait de l'argent ou pas. Il faut un peu comme... C'est comme un peu acheter un REER. Je me souviens, dans le temps, je vendais des REER, back in the day. Puis je disais toujours aux clients, regarde, c'est sûr que ça va te coûter 50$ aujourd'hui par mois. Ce 50$-là ne te rapportera pas tout de suite, mais à long terme, ce 50$-là va faire des petits. C'est la même affaire avec des immeubles. Fait que je pense qu'il faut qu'on commence à regarder plus une vision nord-américaine de la chose, travailler sur le fait que les locataires payent notre hypothèque pour nous
et qu'on crée une création de valeur plutôt que d'essayer d'avoir de la rentabilité. Quitte à arriver kiff-kiff dans un projet où on en injectait un petit peu de notre poche, si on n'avait pas injecté, mettons, ce 100 ou 200 ou 300 $ ou 1000 $ par mois pour certains ou 50 $ par mois pour certains de plus de nos poches qu'on mettait dans un immeuble, on ne ferait pas au refinancement, au plan de sortie, au refinancement ou à la vente, une prime de 200, 300, 400 000 $. Fait que, je ne sais pas si je réponds à ta question, Alexis, mais bon. C'est clair. Merci pour ton point de vue. Excellent. J'aimerais ajouter quelque chose, Thierry, aussi. Les gens qui achètent au nom personnel, les bénéfices, quand ils mettent de l'argent en rénovation, c'est que c'est déductible d'impôt. Donc, regardez votre comptable. Il y a certaines dépenses qui sont déductibles d'impôt. Donc, si vous faites un bon salaire, vous êtes docteur ou travailleur autonome, il y a beaucoup d'avantages à avoir certains immeubles au nom personnel pour ce genre de raisons-là. Donc, des rénovations majeures peuvent être intéressantes dans ce cas-là parce que, comme Thierry disait, puis ce qu'on essaie de vous dire aussi, c'est que l'immobilier, ça va prendre un petit peu plus de temps pour que ça soit aussi rentable que ça l'ait été avant, mais ça en vaut toujours la peine. Ça, c'est certain que ça vaut toujours la peine. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui ont des questions par rapport à ce qui s'en vient? Je ne sais pas. Est-ce que, Christian, je suis curieux de savoir, toi, la prochaine annonce de la Banque du Canada, est-ce que tu pourrais voir un changement sur le taux directeur? Est-ce qu'on va rester sensiblement au pair ou on risque d'avoir une autre augmentation? Les chances sont assez grandes qu'on ait une autre augmentation. Les chances sont assez grandes qu'on prenne même jusqu'à 50 points. C'est ce que les économistes mentionnent maintenant. Dans le passé, ils se sont trompés, là, mais reste que ça s'en va vers là. L'idée de base, il faut comprendre aussi que tous les mouvements de la Banque du Canada en ce moment vont avoir une répercussion quasiment juste dans 12 à 18 mois. Fait que la réaction, là aujourd'hui, c'est facile, comme dans n'importe quelle prédiction, c'est facile de prédire quelque chose qui est de 6 mois, là. Mais souvent, les économistes, pas souvent, mais quelques économistes disent qu'on aurait dû avoir ces augmentations-là il y a au moins 6, 7, 8 mois. On ne les a pas eues, puis aujourd'hui, on est en période de rattrapage. L'autre phénomène aussi, puis je ne serai pas long là-dessus parce que je ne veux pas non plus en faire une capsule compliquée, là, mais l'autre phénomène, c'est que les Canadiens, là, on est en super bonne posture en ce moment. Avec la guerre en Ukraine, avec un paquet de choses qui se passent d'un point de vue économique, on est relativement riche. On a beaucoup, beaucoup d'épargne de côté. Donc, on a des capacités très fortes. Notre emploi roule à plein régime. Le chômage est bas. Il y a eu beaucoup de hausses de salaire. Fait qu'on est capable. On est réellement capable d'absorber les chocs du taux d'intérêt. Fait que la banque a dit, écoute, il faut contrer l'inflation parce qu'en ce moment, l'inflation se nourrit en elle-même, là, est partie vraiment en flèche. Il faut arrêter ça absolument. Puis une des façons d'arrêter ça, c'est de baisser l'emprunt. Puis c'est normal, ça se fait bien par les taux d'intérêt. Fait que c'est pour ça que oui, il va y avoir des nouvelles hausses de taux d'intérêt. Il faut s'attendre à ce que le taux de base, là, donc celui qui est à 1 % aujourd'hui, le taux directeur, monte probablement à 2,25 d'ici la fin de l'année. Fait que oui, il va y avoir des hausses de taux d'intérêt, mais tu sais, il faut... Thierry puis plusieurs ont parlé de ça tantôt. Là. Il y a quelques années, on était à 3,5. Ici, la majorité des gens sont trop jeunes pour savoir que ils savent peut-être, mais dans les années 80, les taux ont touché jusqu'à 21 %. Le marché n'est pas tombé, là. Il y avait quand même du mouvement, il y a encore des deals, restent des deals, des transactions, des transactions. Des fois, c'est les joueurs qui changent un peu. Puis ce qu'on disait tantôt, la créativité, l'intelligence immobilière qui commence à se travailler beaucoup plus. C'est ça qui va changer. Puis des fois, juste les joueurs qui sont là, temporairement, puis après ça, c'est cyclique. Puis là, on est juste en train, c'est pas énorme, là, on est juste en train de reprendre quelque chose un petit peu plus normal. C'est normal de saison. Gilles a la main levée ici, puis je vous invite vraiment, s'il reste 10 minutes au mastermind de ce soir, le Café PMML. Donc, je suis certain, on est 200 participants, je suis certain qu'il y a des propriétaires, des investisseurs
qui ont quelques transactions, évidemment, sans nommer de nom, sans nommer d'adresse, aussi qui aimeraient partager leurs défis ou qui aimeraient partager leurs bons coups. Donc, Jules, je pense que tu as la main levée, on va te faire participer. Puis s'il y en a d'autres qui veulent se manifester, c'est le moment ou jamais. Moi, je dis Gabriel, on les met sur le spot, c'est tout. Mais moi, j'avais une petite question rapidement. Pensez-vous que les propriétaires actuels vont être poussés à vendre ou des propriétaires qui avaient l'idée de se débarrasser, de vendre certains immeubles de leur parc immobilier ou des propriétaires qui veulent prendre la retraite carrément, qui vont être poussés beaucoup plus davantage à vendre par crainte de l'impact de ces changements, de ces annonces de la Banque du Canada? Très bonne question, Jules. Si je peux m'avancer, Samuel, puis je te laisse ajouter par la suite. Non, vas-y, je fais juste réagir. C'est sûr que si on anticipe une augmentation de taux d'intérêt, les valeurs économiques sont à la baisse. Donc, si vous avez un immeuble qui est optimisé, puis que des fois, vous avez des roulements de locataires, puis ça prend du temps avant de le relouer, je pense que c'est une bonne alternative maintenant de considérer la vente parce que vous allez pouvoir être assis sur de l'argent et l'utiliser pour des opportunités qui vont venir sur le marché. Donc, moi, personnellement, j'encourage certains vendeurs à vendre au lieu de garder les immeubles et puis créer de la valeur. Ça va prendre un peu plus de temps, mais quand même garder un focus sur dans quoi vous êtes bon. Parce que si l'immeuble qui vaut cher en ce moment, les taux montent, bien, ça va peut-être valoir un peu moins cher, puis vous allez avoir une capacité de financement moins élevée. Donc, vous n'allez pas pouvoir prendre toute votre équité pour le leverager dans une autre transaction. Donc, la vente devient un outil de récupérer les billes et de les réinvestir pour les prochains projets. Donc, c'est pour ça que c'est du cas par cas, je dirais. Ouais, pour renchérir, Nick, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui anticipent ce que tu expliques, Jules, et qui, là, vont tenter de devenir liquides. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir, mettons, 3, 4, 5, 6, 10 immeubles, puis ils vont se dire, OK, cet immeuble-là, cet immeuble-là, c'est des immeubles que j'aime moins, c'est trop loin de chez nous, il y a trop de réno à faire, j'aime pas les locataires, j'aime pas la conjoncture du financement qui est en place sur cet immeuble-là. Je vais payer ma pénalité et je vais la vendre. Fait que tu vas avoir des gens qui vont vouloir être liquides pour essayer de trouver l'opportunité à venir dans un marché où il y a un changement de taux d'intérêt. Fait que là, tu as des vendeurs qui vont vendre. Après ça, beaucoup des vendeurs actuellement ont acheté leurs immeubles dans les années 80. Okay? Et à ce moment-là, ils avaient probablement 20, 30, 40 ans, certains. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de relève. Fait que peu importe le marché, ces gens-là vont vendre. Et ils vont vendre, et ce n'est pas nécessairement des gens qui suivent les hauts et les bas de marché, parce qu'ils n'ont pas acheté dans ces contextes-là. Ils vont se dire, OK, là, j'ai 76 ans, je prends ma retraite, je n'ai pas de relève, mon petit-fils ne le veut pas, mon fils ne le veut pas, je vends cette année. C'est ça qu'on va voir. Et on fait abstraction des hauts et des bas de marché. Souvent, des propriétaires à qui je parle, que ça fait 25 ans qu'ils sont propriétaires, ne suivent pas le marché. Ils font juste gérer leurs immeubles. Je pense qu'il va y avoir des opportunités juste à cause de l'âge de la population détentrice au Québec qui n'a pas réussi à transférer ses actifs aux plus jeunes. Ces opportunités s'en viennent. On les voit depuis 2-3 ans. Puis ça va continuer dans les années à venir, j'en suis certain. Donc, ça serait bien d'être plus liquide, en théorie. Hey, messieurs, le mot de la fin, en 60 secondes chacun, juste pour convaincre les gens de rester dans l'action malgré tous les défis et les soubresauts du marché. On va commencer avec Benoît. Yes. Ceci étant dit, je pense que tout le monde a amené des bons points. Il y a eu des bonnes questions. Merci. Pour ceux qui se posent des questions, est-ce que le marché va continuer d'avoir de l'achalandage? Est-ce que les ventes vont continuer à avoir lieu? Est-ce qu'il va continuer à avoir des deals, des opportunités, j'aime bien dire? Je pense qu'on peut voir que c'est oui. Ça va continuer de bouger. Fait que soyez à l'affût, puis restez actifs. Je pense que c'est plus ça la clé là, de la transaction dans l'immobilier ou du succès dans l'immobilier. Fait que restez actifs, c'est comme ça que pouvoir continuer à avancer. Je vais passer à la part que Samuel. C'est excellent ce que tu as dit, Benoît, c'est de rester actif parce que si tu lâches la POC, comme tu dis, tu perds le fil du marché, puis là, tu essaies de te rembarquer dans la roue, puis dans 5 ans, j'ai des gens qui sont. J'ai parlé avec un monsieur à un moment donné qui dit écoute,
j'ai attendu que ça baisse, ou j'ai attendu, pas nécessairement que ça baisse, mais j'ai attendu, puis là, il se ramasse 10 ans plus tard, il n'a pas acheté. Là, lui, il rembarque dans des conditions comme aujourd'hui, puis il ne comprend pas là, ce qui s'est passé. Là. Fait qu'il est très difficile. Puis je parlais avec un investisseur justement aujourd'hui, puis il y avait ce discours-là. Quand même quelqu'un qui achète beaucoup, puis il dit achète, continue, let's go, on achète. C'est ça. C'est ça le moyen. Bref. Exactement. Et merci tout le monde d'être là. C'était vraiment phénoménal. On a eu le plaisir de partager avec plus de 200 personnes. Mon mot de la fin, c'est que restez tout le temps à l'affût de nouvelles tendances dans l'immobilier. Continuez à vous éduquer, continuez à aller à différents événements où est-ce que vous allez entendre les différentes histoires de succès qui vont vous inspirer. Puis vous allez voir c'est quoi les nouvelles tendances et vous pouvoir les suivre aussi puis faire du profit dans l'immobilier. Donc, merci à tous et bonne chance. La gang, faites-vous un plan. Trouvez-vous un immeuble qui rencontre 80 de vos critères physiques de localisation, 70 de vos critères de financement. Si cet immeuble-là s'insère dans ces pourcentages de critères-là, ce ne sera pas parfait. Créez-vous un plan d'entrée et créez-vous un plan de sortie au financement ou au refinancement. C'est toujours ça qu'il faut faire. Il faut continuer la même avenue. Christian, le mot de la fin. Moi, je reviens avec ce que j'avais dit au début, c'est d'avoir une bonne préparation parce que le marché va toujours rester le marché. On a dit tantôt qu'il y avait des deals, puis des opportunités. D'être opportuniste, là, c'est d'être préparé à la chance. Ça veut dire quand le deal arrive, là, si tu es prêt, ben, tu peux réagir vite. Puis là, tu appelles ton courtier immobilier favori, puis tu te dépêches à faire ta transaction parce que tu es prêt, tu avais déjà le doigt sur ta gâchette. Fait que je pense que c'est ça parce que les deals vont toujours être là, peu importe si les taux sont à 8 ou si les taux sont à 2 il y a tout le temps quelque chose qui va être là. Un gros merci, Christian. Fait que merci à tous d'avoir été présents. On était 225 personnes aussi. J'espère que vous avez apprécié la séance. Moi, comme mot de la fin, je vous dis, entourez-vous de professionnels, que ce soit courtier hypothécaire, courtier immobilier. Vous avez 5 professionnels de l'immobilier commercial qui ont pris 1 heure de leur temps ce soir pour un peu partager l'expérience de terrain avec tout le monde. Donc, communiquez avec les membres de l'équipe, que vous soyez dans la région de Québec, Sherbrooke, Gatineau avec Benoît Lorrain, aussi dans le Grand Montréal, Thierry, Nick, Samuel Lapointe. Sinon, Christian, je pense qu'il se fait des financements dans pas mal tous les secteurs et les régions du Québec. Donc, entourez-vous des bonnes personnes aussi, ça vaut de l'or, surtout présentement dans le marché actuel. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mardi 19h pour un autre Café PML. Donc, merci. Bonne fin de soirée.